Une semaine après avoir été humilié 3 buts à 0 contre Auxerre dans un match qui a fait énormément parler pour la polémique arbitrale et le dérapage de Pablo Longoria que nous avons longuement évoqué sur la chaîne, nos Olympiens sont de retour ce week-end au stade Vélodrome pour la réception du FC Nantes, 14e de Ligue 1. On a hâte de revoir l'OM, les gars, je suis avec Samy et Wahib, on a hâte de revoir l'OM parce qu'on a l'impression de ne pas l'avoir vu la semaine dernière, même si collectivement c'était plus intéressant qu'au match aller contre Auxerre. Avant de commencer sur le match contre Nantes, parce que c'est toujours important de revenir sur cette défaite, est-ce que vous l'avez toujours en travers de la gorge, Wahib, toi qui n'es pas revenu dessus depuis le débrief? Sincèrement, c'est pas un match qui me. Le premier match contre Auxerre m'avait beaucoup plus marqué au vu du contexte et on va dire qu'à ce moment-là de la saison, il y avait encore des enjeux qui étaient palpables et qui apportaient de la tension à notre saison. Là, le match m'a pas tellement fait du mal, surtout avec tous les débats qu'on avait autour. Certes, c'est extrêmement dommageable. Tu perds 3-0, 6-1 sur les deux matchs. Donc, c'est un revers de taille. Mais est-ce qu'il m'a impacté émotionnellement? Pas tant que ça. Surtout avec la prépondérance de tous les débats sur l'arbitrage, tous les scandales qu'il y a eu autour. Ça a pris beaucoup de place dans le débat et on s'est moins concentré sur le jeu finalement. À part dans le débrief de MZ, toujours les premiers et les plus pertinents sur les jeux. Mais oui, donc là ça, en revanche, le match contre Nantes sera important. Comme l'a justement dit Samy l'avant-match en off, il reste que 3 points. La marge est beaucoup plus basse qu'à l'accoutumée. Donc voilà. On le voit justement actuellement avec le tableau du classement de Ligue 1. L'Olympique de Marseille est toujours deuxième, comme depuis sa victoire face à l'AS Monaco, il me semble, à la fin du mois de novembre. L'OM est globalement sur le podium, comme on l'avait répété dans la zone depuis le début de saison. Il me semble que l'OM n'a jamais été hors podium. Il y a une dynamique pour les Olympiens qui est assez étrange à analyser parce que elle a débuté et elle s'est terminée par 2 défaites assez humiliantes contre Nice et Auxerre, certes pas avec les mêmes configurations. Il y a eu les 3 victoires contre Lyon, Angers et Saint-Etienne. Mais l'OM n'a plus que 3 points d'avance sur le GC Nice. Et toi, Samy, c'est ce que tu soulignais avant, avant de lancer l'avant-match. Est-ce que pour toi, c'est vraiment le point à retenir avant la rencontre qui arrive contre Nantes? Bah oui, totalement, parce que comme tu viens de le présenter précédemment, tu étais sur une dynamique où avant chaque match, tu te disais, comme à chaque fois, la victoire elle est obligatoire, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire que si avant Auxerre, si tu faisais un nul par exemple, c'était pas dramatique. Avant Angers, pareil, parce que tu avais ce fameux matelas qu'on avait sur nos poursuivants. Maintenant, une fois que tu as perdu contre Auxerre, tu as grillé ce fameux joker. Et donc le match d'après, la victoire elle est obligatoire, mais pour de vrai cette fois-ci, parce que si tu perds, Nice joue contre Saint-Etienne, donc on peut se Première mouiller un relégable. peu. On peut se mouiller un peu et dire que c'est déjà 3 points. Donc si tu Ah, perds, j'ai tu vois froid. Nice revenir au même stade que toi. Donc tu passes d'un moment où on se disait on va vivre une fin de saison plutôt tranquille, relativement tranquille, parce qu'aucune fin de saison n'est tranquille, mais vous m'avez compris, à un point où tu te dis bah tu vas être sur un sprint final très intense, comme on l'a connu sous Sampaoli, comme on l'a connu sous Tudor, et que tout ce chemin-là qu'on a fait intégralement sur la deuxième place pendant les 3 quarts du championnat aura servi à rien parce que finalement tu as une équipe qui finit par te rejoindre à 10 journées de la fin. Donc moi ça me chagrinerait un peu quand même. Ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant, Wahib, quand on se rappelle de ce qu'on disait il y a quelques semaines, quelques mois, quand on disait justement que l'Olympique de Marseille pouvait vivre une fin de saison tranquille, même après l'élimination Coupe de France, on se plaignait du fait qu'il n'y allait pas avoir de suspense. Toi, c'est ce que tu as sous-entendu justement par rapport au match contre Auxerre, mais là, quand on regarde le classement objectivement, on est obligé de se dire qu'il y a un risque sur la fin de saison, et pas que pour la deuxième place, visiblement aussi pour le podium, il n'y a que 6 points d'avance sur le LOSC qu'on va affronter, Monaco qu'on va également affronter. Il y a un risque, il y a un risque, c'est comme l'a justement dit Samy, on avait une avance qui était assez confortable, tel point que on avait perdu en fait cet enjeu en termes de tension quand on suivait les matchs et quand on jetait un œil au classement. Malheureusement, t'as réduit un peu en cendres ou la marge que tu avais avec cette défaite contre Auxerre, mais aussi avec la défaite contre Nice. Nice joue contre le Saint-Etienne qui est barragiste. Il devrait sans doute l'emporter. Donc voilà, c'est un match qui est important si tu veux conserver cette marge de 3 points qui est capitale pour le reste de la saison.
On sait que quand Lille joue contre Paris, Monaco joue contre Reims. Donc voilà, on doit jeter un œil à ce qui se passe derrière nous et à nos concurrents qu'on avait l'habitude de le faire les journées précédentes. Surtout que l'OM affronte en théorie une équipe abordable, un peu comme l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, même bien qu'elle reste sur une victoire. Sur les 5 derniers matchs, le FC Nantes, c'est 2 défaites, un nul et 2 victoires. Victoire face à Lens la semaine passée, 3 buts à 1 à la Beaujoire. Mais à l'extérieur, cette équipe reste sur une défaite très sévère du côté de Monaco, une défaite 7 buts à 1 le 15 janvier. Nantes est 14e. Seulement 5 points d'avance sur le premier relégable, l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est ça le FC Nantes cette saison. On est dans une équipe qui, comme chaque saison, flirte avec plus ou moins la relégation et une potentielle lutte pour le maintien, bien qu'elle en soit un peu éloignée, on va dire, vu la faiblesse des 3 derniers relégables. Je ne sais pas si vous avez beaucoup regardé le FC Nantes cette saison. En tout cas, on peut se rappeler du match aller, non? C'est un match qui était venu dans une période difficile également. Après la défaite face au PSG, 3 buts à 0, on avait gagné 2 buts à 1, un peu dans la difficulté. Samy, est-ce que tu regardes un peu Nantes ou pas du tout? Ah, ça serait mentir de dire que je regarde Nantes et même un peu, mais tu parles du match aller. Moi, c'est un match que j'avais vraiment pas beaucoup aimé parce que, on était encore sur un OM qui se cherchait, un OM en convalescence après la défaite contre Paris. Mais je me rappelle que on disait, voilà, on a plutôt bien maîtrisé le match, mais je me rappelle que dans le temps additionnel, t'es à 2-1 et que Nantes pousse pour égaliser. Donc quelque part, t'as un peu fait presque jeu égal avec Nantes. Je me rappelle d'une grosse perte de balle de Kondogbia à l'heure de jeu, plein axe, qui offre un face-à-face fait à Moses Simon ou à Mustafa Mohamed, je crois, qui rate, mais miraculeusement parce qu'il avait la balle de l'égalisation. Et donc vraiment, voilà, ce que je me rappelle du match aller, c'est que cette équipe de Nantes t'a plus que mis en difficulté et que quand ils sont rentrés, les Canaries sont rentrés au vestiaire, ils ont dû se dire qu'ils avaient des regrets et je pense que ça, c'est déjà une défaite en soi. Après, là, c'est un autre match. On est plusieurs mois après. C'est une autre dynamique. Mais ce que je retiens sur cette équipe du FC Nantes quand je regarde le classement, c'est que déjà, premièrement, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls. Et quand on fait un focus sur les matchs nuls en question, c'est souvent des matchs nuls contre des gros du championnat. Il y a eu Lille, il y a eu le PSG, il y a eu Monaco au match aller. Donc voilà, et dernièrement une victoire contre Lens. Donc c'est une équipe qui a la faculté déjà qui sait ne pas perdre avec cette occurrence des matchs nuls et qui sait accrocher les gros du championnat. Et nous, comme je le disais juste avant, on a failli y passer au match aller. Donc Paris y moi, est passé, hein. Paris est passé. Je me rappelle de Paris cette est passé. rencontre où Nantes avait fait le dos rond. Paris avait eu une énorme domination, mais un gros manque d'efficacité, ce qui arrivait plusieurs fois dans les matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. Et Nantes, sur leur rare action bien menée, d'ailleurs, c'est un moment où Comboiré devait sauter. Mathis Sabline avait inscrit un but. Oui, bon, on voit actuellement à l'écran la composition du FC Nantes lors du dernier match et la victoire face au RC Lens. Une équipe qui évolue avec Anthony Lopez dans les cages, qu'on connaît bien. Palois, Castelletto, So, Amiens en défense. Le Penant, Augusto, Leroux. Et puis devant, Moses Simon, Mostafa Mohamed et Mathis Ablin. Oui, mais est-ce qu'il y a un joueur en particulier à surveiller selon toi du FC Nantes par rapport à tes connaissances de l'effectif nantais? Moi, je parlerais d'Ablin. Je sais pas si toi tu vois. Moi, sur le trio d'attaque, je trouve qu'on a 3 joueurs dangereux quand même. À 3 jours dangereux, c'est ce que j'allais dire. On sait que cette équipe de Nantes, c'est une équipe qui a des leaders établis. Je pense à Moustapha Maed, je pense à Moses Simon, d'ailleurs qui a fait un très bon match contre le RC Lens. J'ai pas beaucoup regardé Nantes cette saison. J'ai vu que 2 matchs, les 2 derniers. J'ai vu le match contre Monaco et j'ai vu le match contre Lens. C'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné à Lens, alors que je m'attendais à ce qu'ils se prennent une rouste, notamment dans le contre-pressing. Je les ai vus récupérer beaucoup de ballons alors qu'il l'avait perdu quelques secondes avant aux abords de la surface lensoise. Et mine de rien, je sais que le ballon a été accaparé par l'équipe des Hauts-de-France, mais c'est bel et bien Nantes qui a remporté cette rencontre, notamment grâce à Moses Simons. On a vu le premier but pour la première titularisation en professionnel de Louis Leroux. Donc c'est une équipe qui, ce serait mentir si je disais qu'elle me fait peur, mais c'est une équipe dont on doit à minima se méfier et respecter. Ouais, une équipe à respecter.
mais à battre, vu qu'on connaît d'autant plus quand on regarde notre historique et le match qu'on a fait à l'aller. Ouais, Même si ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le même Olympique de Marseille. Mais... Moi les 2 dernières défaites de l'OM, dont je me rappelle face au FC Nantes, ça remonte au match retour sous André Villas-Boas. C'est un des derniers matchs avant le Covid. Je crois que c'est Kader Bamba qui met un doublé, mais en tout cas on perd. Vous devez pas vous en rappeler. Moi j'étais très énervé devant ce match-là. Parce que justement on était dans la même situation. On avait pas mal de points d'avance sur nos concurrents et on commençait à les perdre. On était genre à 9-6 points d'avance sur Rennes et Lille. Et puis l'autre défaite, c'était avec Rudy Garcia. But du regretté Emiliano Sala, il me semble. Malheureusement quelques semaines avant son décès. Mais en tout cas, Nantes, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à l'Olympique de Marseille ces dernières saisons. Mais une équipe à battre, d'autant plus qu'il y a un petit contexte autour de la rencontre, Samy, que tu as certainement noté. On se rappelle de certaines déclarations il y a quelques jours d'un certain Antoine Comboiré et de Valdemarquita. Est-ce que tu penses que c'était des déclats opportunistes et des pics Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces déclats avec du recul? Bah, c'est des déclarations de charognard, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Et elles sont d'autant De plus mal vipère. Oui, de vipères, et elles sont d'autant plus mal avisées quand tu sais qu'on est quand même sur 2 personnes, et on le reproche pas, qui n'hésitent pas à tenser l'arbitrage quand ils estiment qu'ils sont en droit de le faire. Donc oui, tu as utilisé le bon mot. Moi, j'ai été un peu trivial, j'ai dit charognard, mais l'opportunisme est parfait pour décrire le comportement de Valdemarquita et de Comboiré après l'affaire Longoria. Comboiré, on sait que c'est pas la première fois qu'il n'hésite pas à taper sur Longoria. On sait que l'OM n'est pas un club qui porte dans son cœur également. Donc ça rajoute un peu de piment à ce match, forcément. Ouais, un peu de piment à cette À rencontre. voir, d'autant plus que voilà, on sait que là pour Nantes, chaque point est important pour le maintien. Tu l'as dit à Ariles, c'est une équipe qui est à 5 points du premier non relégable, c'est-à-dire Saint-Étienne. Et je sais que le match contre Lens a été vécu par les supporters nantois comme un grand pas vers le maintien. Nantais. Nantais. T'as dit Nantois. Nantais, pardon. Ok, Nantais, pardon. Non, c'est pas Mantes-la-Jolie, hein, c'est Nantes. Les Nantais considèrent que la victoire contre Lens, c'est un grand pas pour le maintien. Et donc là, ils rentrent en fait dans cette période du championnat où chaque point est capital pour la survie en Ligue 1. Et c'est pas contre l'Olympique de Marseille qu'ils vont se priver. Donc voilà, je le répète, mais méfiance exigée. Voilà, match important Mais côté nantais. Samy, tu veux rajouter quelque chose? Ah, j'ai dit oui, Nantois quand même. Ouais, mais tu pour rajouter parlais de Mantes-la-Jolie, je pense. On dit C'est Mantois pour TikTok, Mantes-la-Jolie. les gars, c'est TikTok, c'est les écrans, c'est ça. Vas-y, Samy, vas-y. Juste pour ajouter un truc, je pense que on disait précédemment qu'on est sur une dynamique où on accueille beaucoup d'adversaires abordables. Je trouve que pour faire un parallèle avec le match de Saint-Étienne qu'on a joué il y a 2 semaines au Vélodrome, Saint-Étienne était venu avec pas mal d'ambition au Vélodrome. Alors forcément ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas la qualité derrière, mais ils sont vraiment venus nous chercher, ils sont vraiment venus jouer au foot. Je pense que là ça sera une donne complètement différente contre Nantes. Je pense que Nantes ne viendra pas jouer comme Saint-Étienne, Ouais, surtout que on a vu comment ça s'est fini. Je pense que là, on aura vraiment le classique du bloc médian, voire très bas, et que voilà, on devra manœuvrer cette équipe. Donc je ne m'attends pas, par exemple, à voir un match comme celui de Saint-Étienne où on va réussir à dérouler et finir sur un 5-1. Je pense que ça sera un peu plus complexe dans les ouvertures et le fait de verrouiller ce bloc. En tout cas, la capacité à péter un bloc, j'utilise le terme péter, je suis désolé, exploser un bloc, elle dépend aussi de la qualité des joueurs. On va justement se concentrer sur l'effectif de l'Olympique de Marseille et voir quels joueurs pourraient être titularisés au niveau du poste de gardien. On est d'accord que Jérôme Mourouli, il n'y a absolument aucun débat. Par contre, en défense centrale, il y a pas mal de débats par rapport aux joueurs qu'on pourrait aligner. On sait que la défense de l'Olympique de Marseille est très certainement le secteur le plus défaillant depuis le début de saison. On a vu sur le dernier match que Kondogbia a eu du mal. Cordenius a pris rouge et ne sera donc pas disponible. Vous partez sur quelle défense? Là, je vois les noms qui sont disponibles. Déjà, Amir Bouri, on est d'accord que c'est titulaire. Ouais, bien sûr, titulaire. C'est un des rares à être satisfaisant et puis il a une importance dans le système. Balerdi qui fait son retour, c'est quelque chose d'important. On est d'accord que c'est titulaire également. Bien sûr. Et bah là, la question se pose du coup sur le troisième central. Est-ce que Kondogbia doit continuer en sachant que le dernier match a été compliqué et qu'il est de retour de blessure? Ce sera Kondogbia, je pense, de toute évidence. Ou est-ce qu'on tente Luis Felipe? Est-ce que ce serait pas Luis aussi le Felipe, moment? il y a eu une déclaration de De Zerbi, non? Ouais, Luis Felipe, Roberto De Zerbi en a parlé. On a eu des informations hein, justement en plus cette semaine sur le retour de Luis Felipe
de blessure. On a appris que le staff avait été plutôt vigilant avec lui, mais comme on l'apprend depuis plusieurs semaines, apparemment il est de plus en plus de plus en plus proche à revenir, mais on a l'impression d'avoir l'information chaque semaine. Le staff lui a concocté un programme de reprise individualisé dès son arrivée, mais il a bien évidemment un physique qui est plus ou moins défaillant. D'ailleurs, je crois que ça fait 6 mois, voire un an qu'il n'a pas joué, au football, donc c'est compliqué. Vous pensez qu'il faudrait peut-être lui faire prendre quelques minutes sur cette rencontre, Samy, contre Nantes, avant les échéances contre Lens et le PSG? Bah forcément, parce qu'on a tendance à dire il faut qu'il retrouve le rythme, et à un moment donné, le rythme, c'est sur le terrain que tu le retrouves. Donc forcément, il faudra des minutes. Mais je pense qu'une titularisation, c'est quand même un peu Mm. précoce. Surtout quand tu as attendu aussi longtemps le retour de Kondogbia. Alors pour l'instant, il n'est pas encore de retour à son meilleur niveau lui aussi. Mais je pense qu'il faut déjà réinstaller Kondogbia et dans le même temps donner quelques minutes à Luis Felipe Ramos pour que justement Kondogbia ne soit pas trop brusqué et qu'on lui donne pas 90 minutes directement et qu'il puisse se reblesser. Voilà, trouver un compromis entre donner des minutes à l'un et l'autre. Mais bien évidemment que Ramos, à un moment donné, il faudra le lancer. Et j'ai confiance au staff de De Zerbi pour le lancer de manière progressive et ne pas lui donner une titularisation directement comme ça, surtout sur un match aussi capital. Donc voilà, moi, comme je l'avais dit dans le DLC de cette semaine qui est sur notre chaîne YouTube, je suis plutôt pour partisan de la précaution avec ce genre de joueur qu'on connaît et qui n'est pas fiable physiquement, plutôt que la précipitation et le fait de le lancer dans le grand bain trop vite. Ok, bah on verra ce que Roberto De Zerbi va prendre comme décision. L'équipe évoquait la possibilité de lui faire prendre des minutes. Il y a un joueur qui a pris pas mal de minutes depuis qu'il est arrivé et qui est également une des autres recrues hivernales en défense. C'est Amar Dedic. Wahib, est-ce que c'est enfin le moment pour lui donner sa première titularisation selon toi? C'est une question, c'est une question qui est difficile. Pourquoi? Parce que bon là, on va partir dans les éventualités. Mais si Amar Dedic joue et fait un mauvais match, et dans un match aussi capital, on sait que on l'a assez répété depuis le début de la vidéo, mais on n'a que 3 points qui nous séparent de Nice, qui devrait, selon toute évidence, s'imposer face aux Stéphanois. Donc si Dedic joue, fait un mauvais match, on perd la deuxième place. Quel bilan tu fais de l'arrivée du joueur à l'Olympique de Marseille depuis cet hiver, et quelle ambiance et quelle atmosphère t'instaure en fait autour de lui? Je pense il vaut mieux en tout cas pour moi, si c'était moi, Merlin continue et est titulaire contre Nantes, et on fera gratter des minutes à Amar Dedic dans un contexte un petit peu plus favorable. Moi, je dis pas ça uniquement parce que je préfère le profil de Amar Dedic à Quentin Merlin et parce que je pense que potentiellement, même actuellement, c'est un meilleur latéral gauche. Je dis ça surtout parce que, en termes d'apport, notamment sur le plan offensif, on l'a vu quand il provoquait en termes de percussion, face à un bloc bas, je trouve qu'Amar Dedic, ça peut être plus intéressant que Quentin Merlin. Là où justement, moi, je trouve qu'il a eu beaucoup plus de mal face à ce genre d'équipe. Je sais pas ce que t'en penses, Samy. Moi, au vu des dynamiques des derniers matchs, au vu de ses entrées, au vu de son profil, je partirais sur Dedic. Toi, tu suis plutôt Wahib? Non, non, j'ai presque envie de te paraphraser, je suis en phase avec toi. J'aurais peut-être dit Merlin si on avait joué contre une équipe un peu plus solide offensivement, mais là je me dis qu'on va avoir à attaquer sur les 3 quarts du match. Et donc quand on connaît l'apport inexistant de Merlin dans ce secteur de jeu, je me dis que donner sa chance enfin à Dedic, ça serait une bonne idée. Surtout que moi j'avais dit, il faut pas non plus tomber dans le syndrome du sauveur en déroulant le tapis rouge à Dedic dès son arrivée, lui faire comprendre qu'il devra batailler pour gagner sa place malgré la faiblesse de Merlin. Là on est fin février, ça fait un mois qu'il est là. Je trouve on lui a pas donné justement ce tapis rouge. Une première titularisation début mars, c'est assez légitime. Donc pour moi, Dedic est le profil parfait pour ce match. Et surtout, c'est plus pertinent pour un joueur comme lui de débuter contre Nantes que de débuter contre Lens ou Paris dans les 2 prochaines semaines qui vont être des matchs beaucoup plus corsés avec une adversité beaucoup plus forte. Il y a un autre débat au niveau de la composition et de l'effectif, c'est au niveau du milieu de terrain. Est-ce qu'on réintègre Valentin Rongier ou est-ce qu'on repart sur le même milieu que contre Auxerre en sachant que certains se sont plaints du rendement du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille contre Auxerre? Moi, je pense que c'était plutôt un problème qui était collectif et je pense pas que Valentin Rongier y aurait changé grand-chose sans lui manquer de respect, hein. C'est un joueur qui a une importance énorme. D'ailleurs, on a appris que des discussions pour une prolongation ont débuté. Oui, retour de Rongier, on repart sur Højbjerg Benasser.
Non, Hubert et Benasser, c'est une paire qui fonctionne. Si on impute la défaite contre Auxerre à Hubert et Benasser, je pense qu'on n'a pas regardé le même match. Comme tu l'as justement dit, c'est un problème qui est collectif. Je pense pas que Rongier aurait été la clé de voûte. Donc, non, pour moi, c'est Benasser qui est sans doute là, la meilleure recrue depuis et un des meilleurs joueurs du 11 à chaque fois qu'il joue. Euh, Petite parenthèse, bien sûr, sur son dernier match, mais non, pour moi, Benasser Heuberg, la paire titulaire, il doit commencer. Et on est avec Benasser, tu as l'assurance d'une qualité au milieu de terrain, tu as l'assurance d'avoir des ballons dangereux dans la surface, au moins jusqu'à la 60e minute. Donc, Rongier sur le terrain, pourquoi pas, quand Benasser ne pourra plus tenir physiquement, mais celui qui doit commencer, c'est. Mais même pas la place de Højbjerg. Certains Samy remettent Non. en question Højbjerg. Moi, je suis pas du tout de cette team-là. Je pense que c'est un joueur qui est important et qui a une intelligence de jeu que peu de joueurs ont dans l'équipe. Et je pense qu'il a vraiment une importance systémique. Toi, tu penses que Højbjerg, c'est un joueur qui peut bouger de l'effectif, enfin du 11 de départ, si intégration de Rongier, ou toi, t'es comme Wahib? Non, moi aussi, je comprends pas les critiques sur Højbjerg depuis plusieurs semaines. Moi, je le trouve toujours aussi bon. Alors, il peut avoir peut-être parfois des petits passages à vide, je sais pas, peut-être que j'ai pas remarqué, mais moi, Højbjerg me pose pas les problèmes qu'il pose à la Team OM depuis plusieurs semaines. Honnêtement, je comprends pas trop les critiques à son égard. Par contre, moi, je bousculerai un peu ce milieu. Alors le match de Benasser à Auxerre, le match plutôt moyen de Benasser, me laisse penser que justement il faut continuer à lui donner de la continuité pour qu'il retrouve son rythme et pour que ce genre de match ne se reproduise pas de sa part. Donc pour moi, Benasser, par sa qualité, mais également par le rythme qu'il n'a pas encore totalement retrouvé, il faut le laisser dans le 11 justement pour l'aider à le retrouver. Mais par contre, Rabiot, je l'avais dit dans l'avant-match contre Auxerre, pour moi, c'est un joueur qui est sur 17 titularisations d'affilée. C'est le joueur qui, dans la grande majorité des matchs de l'OM, est celui qui court le plus. Il y a un classico dans 2 semaines. Il y a un classico dans 2 semaines, on va avoir besoin de lui. Un classico dans 2 semaines, c'est un joueur qui a quand même 29 ans, il en a pas 20, il en a 29. C'est un joueur qui est sollicité par les trêves internationales. Donc pour moi, au bout de 17 titularisations et avec toutes les conditions que je viens de formuler, pour moi, Rabiot doit aller faire un tour sur le banc. Surtout quand tu vois son match contre Auxerre, ça veut dire il tirait un peu la langue. Et je trouve quand même que depuis contre Saint-Etienne, je trouve qu'il avait fait un match en étant relativement bon, il a même mis un but. Je trouvais qu'il avait fait un match de sénateur qui prenait ce match-là par-dessus la jambe. J'ai eu exactement la même sensation contre Auxerre, même si contre Auxerre, je l'ai vraiment senti plus fatigué que non impliqué. Pour moi, Rabiot, par exemple, pourrait aller faire un tour sur le banc, mais c'est pas forcément un joueur que je remplacerai par Rongier, même si Rongier, Au profit de j'apprécie qui, énormément. Samy? Pardon? Au profit de qui? Bah, au profit de, je sais pas, il y a quelqu'un qui est payé pour ça, c'est deux arbitres, c'est pas moi, mais en tout cas, ce que je sais, Non, c'est que je te demande ton avis, toi, tu mettrais qui? honnêtement, je sais pas. Moi, je suis plus. Ah mais non, mais J'accorde plus. dis-le, Harit, c'est bon. Ouais, Dis-le, mais dis-le! Vous avez- Non, c'est pas ça. J'accorde vraiment plus d'importance au fait de reposer Rabiot pour l'avoir frais dans le sprint final. Tu l'as dit à Riles, il y a le match de Paris dans pas longtemps. T'as le déplacement à Lille et Monaco, plutôt que par son remplaçant. Le remplaçant, peu importe, tant que c'est un joueur offensif, parce que c'est pour ça que j'ai dit pas Rongier, parce que te retrouver avec 3 récupérateurs sur un match contre Nantes, c'est un peu cocasse. Mais voilà, j'accorde vraiment plus d'importance à le reposer et ne pas le punir. Hein. C'est pas une sanction, c'est vraiment le reposer. Le remplaçant, après, tu mets qui tu veux. Franchement, c'est pas important pour moi. Qui tu veux, mais surtout Harit. Non, vraiment, il y a pas de au-delà de volonté. ça, au-delà de ça, ça peut sonner comme un sous-entendu, mais si là tu fais reposer Rabiot, j'ai l'impression que le joueur le plus approprié. Oui, ouais, mais ce serait Harit. c'est ce que je dis, hein, c'est pas que le sous-entendu. Je dis aujourd'hui, entre Harit et Bilal Nadir, on a peut-être plus envie de revoir Harit qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Ouais, aussi Ro. Bon, après, Ro, je sais pas s'il peut l'utiliser au poste de Rabiot et s'il va pas plutôt privilégier une utilisation au poste d'Amin Gouiri. En tout cas, voilà pour la composition de l'OM, on a été assez intéressant. Il y a plusieurs sujets, plusieurs débats, intégration de Rongier, qui on met en Je vous défense. trouve dur quand même, je vous trouve dur avec Quentin Merlin. Ouais, bah oui, on est oui, non, mais oui, mais on a fait de toute façon une séquence sur DLZ, n'hésitez pas à aller la voir, allez regarder l'émission. On a parlé un peu plus en profondeur de Quentin Merlin et on allait plus loin que le simple, le simple poncif du il est nul ou je sais pas quoi, on n'est pas du tout sur ça. On va justement aller voir les matchs du week-end en Ligue 1 pour conclure cette vidéo. Monaco reçoit Reims ce soir. Vous pensez que ça va. Moi en tant qu'abonné, à DAZN depuis quelques heures, je vais me régaler devant les commentaires de je sais pas qui.
Mais en tout cas, je verrai le match en 4K. Tu vas pouvoir donner ton avis dans La la fan fan zone. Non, mais vraiment, là, j'ai 10 euros l'abonnement d'Azone, c'est pas du tout une OP. Hein. En plus, il y a la pub à gauche, donc les gens peuvent penser, au moment où je partage l'écran, il y a la pub d'Azone à gauche. C'est pas du tout une opération commerciale. Je dis juste que je me suis abonné à DAZN et j'en suis fier. Il y a ce Monaco-Reims. On est d'accord que Monaco va faire le taf. Reims en plus en difficulté depuis un petit temps. Monaco Ouais. devrait faire le taf. Ils sont sur une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Nul contre Benfica, défaite contre Benfica, défaite contre Tu dis Paris. ça, Wahib, mais il y a une équipe la semaine dernière qui avait pas gagné depuis 10 matchs qui a tapé le deuxième de Ligue 1 3-0. Donc, Non, mais c'est pas pareil, c'est notre bête noire. Et tu sais très bien que le football a ses raisons que la raison ignore. Quand tu tombes Oula, Marseille putain, contre- oula. quand le Marseille de De Zerbi tombe contre Auxerre, bah, ça fait minimum 3 buts, 3 buts pour les Auxerrois. Donc ça, c'est au-delà de tout bon sens, au-delà de tout sens commun. En tout cas, Marseille contre Auxerre, c'est une défaite. il y a Nice qui se déplace du côté de Saint-Étienne. Samy, on est d'accord que c'est les 3 points pour les Niçois qui peuvent potentiellement nous revenir dessus si on gagne pas. Oui, honnêtement, pour moi, c'est pas loin d'être une formalité pour Nice, cette équipe de Saint-Etienne. Et Monaco, je pense qu'ils gagneront également parce que leur chance, c'est vraiment de jouer contre une équipe de Reims qui est vraiment en roue libre sur cette fin de saison. Très inquiétant en ce moment, donc voilà. Il y a Lille en tout cas qui va se déplacer au Parc des Princes, c'est peut-être la bonne nouvelle. Les Lillois qui joueront en Champions League face à Dortmund en semaine, il me semble. Donc c'est assez light pour nos concurrents en dehors de Lille qui va perdre des points. On va justement faire un petit retour sur le classement pour conclure. Hein. L'Olympique de Marseille a 3 points d'avance sur l'OGC Nice, 5 points d'avance sur Lille et 6 points d'avance sur Monaco. On a raté beaucoup d'opportunités de prendre de l'avance. Va falloir se racheter, surtout que les prochains matchs vont être compliqués. Ça va être notre mot de la fin, se racheter, se relancer, tant d'un point de vue comptable que d'un point de vue des supporters, parce que perdre 3-0 à Auxerre, bien que l'histoire de l'arbitrage et le dérapage de Longoria a un peu masqué ce fait, ça reste quand même assez humiliant. En tout cas, on se donne je vous remercie Wahib et Samy, on se donne rendez-vous sur Bastille Zone pour le débrief qui aura lieu du coup ce dimanche soir après la rencontre. N'hésitez pas à venir nombreux, ce sera en direct. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et puis on se dit à la prochaine, et allez l'OM!